Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Frédéric Bérard, qui est avocat, docteur en droit et chroniqueur à C'est jamais pareil. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors que le droit à l'avortement est menacé à plusieurs endroits dans le monde, on peut penser notamment aux États-Unis avec l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade. La France, elle, est devenue cette semaine le premier pays à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Et on va voir un peu l'impact que ça pourrait avoir au Canada. Tout d'abord, Frédéric, généralement, les tribunaux protègent le droit à l'avortement. C'est le cas au Canada. Donc, pourquoi la France, elle, a décidé de l'inscrire dans sa Constitution? En fait, c'est une question très intéressante. Les tribunaux, effectivement, protègent ce droit-là, mais ça reste des interprétations jurisprudentielles, parfois un peu étirées. Tu parlais de Roe contre Wade. Ben, évidemment, le mot avortement ne se trouvait pas dans la Constitution américaine et on a vu ce que ça a donné. Il y a eu un renversement de ce même arrêt-là assez récemment, ce qui a amené une débandade totale et complète. Il y a 14 États américains actuellement qui ont banni totalement ou pratiquement le droit à l'avortement. D'autres sont plus, disons, mitigés, mais quand même, il y a deux États actuellement qui font circuler un projet de loi visant à faire adopter la peine de mort à des femmes qui se seront faites avorter. Donc, on voit tout ce qui peut arriver à cet effet-là. Et je pense que la France, très franchement, a décidé de sécuriser ce droit-là afin d'éviter, si je peux dire, des mauvaises surprises à la renversement de Roe contre Wade, comme c'est arrivé aux États-Unis. Et la France a quand même une histoire riche en militantisme pour les droits à l'avortement. Oui, en fait, dans les années 70, comment c'est né tout ça? C'est Simone Veil qui était l'instigatrice principale, Catherine Deneuve, Simone de Beauvoir, de très, très, très grandes femmes sont sorties publiquement pour dire « nous sommes faites avorter ». Et puis là, ça avait créé une espèce d'onde de choc. Et par la suite, donc, on avait favorisé l'essor de ce droit-là, mais reste qu'il demeurait, encore une fois, assez fragile parce qu'il n'était pas constitutionnalisé au sens propre du terme, c'est-à-dire à l'abri de. Et là, on sait ce qui arrive avec Marine Le Pen, on sait ce qui arrive avec Éric Zemmour, on sait ce qui arrive avec l'extrême droite de manière générale en France, la chaîne CNews où sévit Mathieu Bock-Côté, qui appartient à Bolloré, encore la semaine dernière, ont publié un truc, ils ont dit que c'était une erreur, mais ils l'ont publié quand même, en disant que l'avortement est la cause du plus grand nombre de décès à travers le monde. Donc, très clairement, on sent que la soupe commence à être chaude. On a voulu se protéger. Maintenant, au Canada, est-ce qu'on est un peu dans la même situation? Évidemment, c'est difficile parfois de faire des liens précis, mais je dirais oui, on est un peu au même stade où était la France il y a de ça quelques jours, c'est-à-dire que le droit à l'avortement a été reconnu par les tribunaux canadiens, notamment dans l'arrêt Morgan Taylor, notamment dans l'arrêt Daigle contre Tremblay, que l'on connaît bien, mais ça demeure des interprétations jurisprudentielles et compte tenu du fait qu'il existe actuellement au Canada et au Québec les dispositions dérogatoires, on pourrait suspendre ces droits à l'avortement comme ça en claquant des doigts sans qu'il puisse y avoir d'évaluation par les tribunaux. Donc, est-ce qu'un pays comme le Canada serait gagnant de mettre le droit à l'avortement dans sa Constitution? Absolument, à 1 million de 1000%, ou l'autre possibilité, puis ça, moi, je suis un peu en conflit d'intérêt parce que c'est moi qui le plaide, mais je pense qu'il devrait y avoir une limite à l'utilisation de la disposition dérogatoire, une balise, pas empêcher la dérogatoire, mais la baliser. Et si on avait cette balise-là, peut-être qu'on éviterait ce dérapage. Sinon, autrement, je pense que oui, il va falloir constitutionnaliser ce droit-là plus vite que plus tard. Pourquoi? Ben parce qu'on sait, et là je ne juge pas personne en disant ça, ce sont des faits, il y a une quarantaine de députés conservateurs et conservatrices actuellement dans le caucus de Pierre Poilievre qui se sont montrés publiquement pro-vie, c'est-à-dire contre l'avortement, sans aucun doute, et ça c'est sans compter évidemment les autres députés qui pensent peut-être la même chose, mais qui n'ont pas osé parler. En d'autres termes, ce débat-là, que ça nous plaise ou non, va revenir sur la table beaucoup plus tôt que l'on croit, à mon sens. Et juridiquement parlant, est-ce que c'est compliqué de faire ajouter quelque chose comme ça dans la Constitution canadienne? Alors, il faudrait probablement le protéger à travers la charte, auquel cas la charte canadienne, ou en tout cas du moins, ou créer un truc équivalent en quelque sorte. Ici, ce serait donc la formule du 750 parce que c'est pas prévu ailleurs. Le 750, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un minimum de 7 provinces et le fédéral qui représente
minimalement 50% de la population canadienne. Et si on avait ça, là, il serait possible donc d'amender la charte en question. Dans un autre sujet, les efforts du Colorado et des autres États qui ont disqualifié Donald Trump pour les primaires républicaines ont été réduits à néant un peu plus tôt cette semaine par la décision de la Cour suprême des États-Unis. On a invalidé ces tentatives de retirer l'ex-président des bulletins de vote. Par une décision unanime, les 9 juges de la Cour suprême des États-Unis ont statué que Donald Trump est bel et bien éligible à l'élection présidentielle de 2004. Frédéric Bérard, qu'est-ce qui a justifié, selon toi, la décision des juges? Aïe, aïe, aïe. J'ai le goût de faire une réponse. Je vais faire une réponse honnête, si tu me permets bien. Oui, vas-y. La décision des juges, c'est le fait que la majorité de la Cour a été nommée par... de trop nombreux juges ont été nommés par Donald Trump pour des affinités très évidente, parce qu'il y avait vraiment un argument solide à faire. C'est ce que fait d'ailleurs la Cour suprême du Colorado. Par rapport au Maine, c'était pas une décision judiciaire à proprement parler. C'est une décision un peu l'équivalent du directeur général des élections, disons. Mais reste que sur quoi se basaient ces décisions-là, c'était de dire, si on regarde l'article 3 du 14e amendement, il n'est pas possible pour un dirigeant de tenter d'être élu s'il a participé à un acte de sédition. Et là, ici, on sait que Trump, c'est lui qui a lancé l'attaque contre le Capitole comme tel. Ça, la preuve est là. Il est accusé au criminel. Moi, la réserve que j'avais, OK, il est accusé, il n'est pas encore condamné, même s'il risque très, très fortement de l'être parce que la preuve est accablante. Il avait écrit des tweets pour encourager les gens à le faire, bon, ainsi de suite. Mais bon, ce qu'a décidé la Cour suprême, c'est pas de dire il n'est pas encore condamné, alors on verra plus tard, mais c'est plutôt de dire c'est compliqué ces affaires-là, puis ça prendrait telle procédure de ci, telle procédure de ça. La réalité, là, pour être parfaitement honnête, c'est que la Cour suprême a des sympathies trumpistes au moment où on se parle, ça c'est bien connu, là, j'apprends rien à personne en disant ça. Mais en plus de ça, j'ai l'impression, moi, que la Cour a voulu s'éviter potentiellement, et je pèse mes mots, une guerre civile, dans l'optique où, tu vas me dire une chance que j'ai pesé mes mots là, avec le terme guerre civile. La réalité, c'est que les États-Unis sont tellement divisés à ce moment-ci, antagonisés, que si la Cour suprême avait dit Trump ne peut pas se présenter à la prochaine élection, imagine le ressac que c'est une décision comme celle-ci aurait eu. Ça aurait été épouvantable. Donc, rendu là, peut-être que c'était la meilleure décision politique. Moi, j'aime mieux quand les tribunaux font du droit. Et ici, je trouvais que l'argument de droit soulevé par la Cour suprême du Colorado était franchement pertinent. Est-ce que Donald Trump pourrait encore être bloqué par d'autres instances juridiques? Non, une fois que la Cour suprême a rendu cette décision, là, je dirais que c'est la fin des émissions pour ces arguments-là, du moins. Il pourrait peut-être en avoir d'autres, parce qu'on sait là, qu'il est actuellement accusé de 91 chefs d'accusation. Ça commence à faire beaucoup pour des infractions diverses, mais parfaitement reliées en fait, pas tout le temps, là, mais souvent reliées à des activités potentielles. Comme président, on sait par exemple qu'il est accusé d'avoir volé des documents secrets, top secrets en fait, de la Maison-Blanche. Il est accusé d'avoir tenté d'acheter l'élection en Géorgie. Bon, le truc du Capitole dont on vient de parler. Ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre front qui s'ouvre avant novembre? Peut-être que oui, mais franchement, je te dirais que le temps est joue très clairement en la faveur de Donald Trump. Et d'ailleurs, c'est sa stratégie, c'est d'essayer de ralentir les affaires, multiplier les appels, puis on sait que c'est toujours un peu long, ces affaires-là, ce qui fait en sorte que probablement qu'il sera capable de s'en sortir avant l'élection de novembre. Et une fois élu, et ça, son plan est clair, d'ailleurs, le Washington Post l'a révélé, une fois élu, il va s'autogracier. Est-ce que c'est pas assez merveilleux tout ça? Et voilà. Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur à C'est jamais pareil. C'est jamais pareil, oui, j'en perds mes mots. Merci beaucoup pour cette analyse ce matin. C'est moi qui vous remercie. À bientôt.